Donc, je me présente, je suis Nassima Hamdi, je suis le manager donc de la société OneLab, qui est un laboratoire de contrôle qualité, un établissement de formation professionnelle et également de conseil aux entreprises. Donc, j'ai un background de magistère en génie des procédés et puis une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du pharma et plus principalement dans le contrôle et assurance qualité. Voilà. Donc, avant d'aborder la question des bonnes pratiques de fabrication, on va bientôt, bien sûr, parler de la qualité, puisque c'est ce qui nous regroupe aujourd'hui, c'est cette qualité qui est connue à travers bien les normes ISO qui est bien définie, hein, la définition de la qualité étant l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les exigences spécifiées ou implicites d'un client. Sauf que pour l'industrie pharmaceutique, il faut voir ça autrement. Donc, l'entreprise, donc c'est bien un laboratoire pharmaceutique. Le produit ou le service, c'est un médicament. Et le client, en l'occurrence, là, c'est un patient. Et le patient ne va pas lui décrire, ne va pas donner de spécifications sur la qualité de son produit. Lui, il va s'attendre à ce que son produit soit efficace, soit sûr, et puis, bien sûr, qu'il réponde aux exigences de qualité telles qu'elles ont été définies au préalable dans un dossier qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc, la conséquence de la non-qualité pour un produit pharmaceutique peut être dramatique pour le malade, puisqu'elle peut engendrer des effets secondaires qui peuvent être graves, voire critiques, mortels, et catastrophique pour l'entreprise, puisque ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement de la personne responsable. Et sachant que la personne responsable dans une entreprise pharmaceutique, ce n'est pas le directeur général, c'est le pharmacien responsable, c'est le pharmacien directeur technique en Algérie. Donc la qualité dans l'industrie pharmaceutique est une obligation réglementaire. Ce n'est pas juste pour avoir une certification sur un produit, mais une obligation réglementaire dans le sens où le pharmacien responsable dont je parlais tout à l'heure doit pouvoir assurer que dans chaque boîte de médicaments libérée par son unité de fabrication, que nous allons prendre au hasard à la sortie de l'entreprise, donc ce pharmacien responsable doit s'engager, doit donner la responsabilité que le contenu qu'il y a dans cette boîte correspond bien à la composition qui figure sur l'étiquette, alors que ce même pharmacien n'a jamais, enfin, n'a pas été lui faire la fabrication. C'est pas lui qui est. On voit rarement le directeur technique sur le site, la fabrication, sur l'unité de fabrication là dans les sites, je veux dire dans les ateliers. Le pharmacien responsable va déléguer cette responsabilité au directeur de production, au directeur de laboratoire, au responsable d'assurance qualité, justement, pour s'assurer justement qu'il y a cette qualité qui soit reproductible. Et je voulais parler aussi donc dans le monde pharmaceutique, la qualité est extrêmement réglementée. Donc on va avoir des agences de la qualité. Bon, en l'occurrence, nous avons aujourd'hui, heureusement, donc une agence nationale des produits pharmaceutiques, la NPP, et à travers le monde, vous allez trouver des agences telles que la FDA, la Food and Drug Administration. Vous avez en Chine également, vous allez avoir des administrations qui vont gérer justement la qualité ou la réglementation pharmaceutique. Donc, les guides. Et justement, cette réglementation pharmaceutique, elle a beaucoup évolué depuis les premiers guides qui ont été élaborés. Et les premiers guides, je vais rappeler que c'est les guides qui ont été élaborés au niveau de la FDA en 1963. Et ceci suite à l'apparition d'accidents qui ont eu, où il y a eu des effets secondaires néfastes, où il y a eu des morts-nés ou des bébés qui ont été aussi, comment dire, il y a eu des malformations au niveau de ces nouveau-nés, et donc qui ont été à l'origine
quand on a fait l'investigation, c'était à l'origine de la prise d'un médicament, le thalidomide, qui, lui, avait été justement contaminé. Donc, en 1963, donc, il y a eu création de cette, la mise en œuvre des bonnes pratiques, des good manufacturing practices à travers la FDA. Et puis, petit à petit, ces guides ont été élaborés à travers le monde. Et nous avons même, nous, en Algérie, en 1995, édité des bonnes pratiques de fabrication qui sont sorties dans un recueil que vous voyez là. C'est le recueil des textes réglementaires algériens concernant la pharmacie en 1997, grâce au soutien de Saïdal, qui a été à l'origine de la sortie de ce document-là que vous voyez. Les principaux guides qu'il va y avoir sur lesquels on travaille, nous, en Algérie, bien sûr, il y a le guide de l'OMS, des bonnes pratiques de fabrication, et nous travaillons également beaucoup par rapport au guide européen et parfois au guide de la FDA. Donc, un petit retour sur les textes applicables. Alors, l'industrie pharmaceutique est soumise donc à une obligation réglementaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette obligation, en fait, l'autorisation de fabrication n'est accordée que si le fabricant possède des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations effectuées. Il faut qu'il possède les équipements nécessaires, un personnel en nombre et en qualification suffisante et conforme aux règles des bonnes pratiques. Donc là, c'est l'obligation de moyens. Donc, vous avez l'obligation d'avoir mis en place des moyens pour fabriquer vos médicaments. Ensuite, vous avez également l'obligation de résultat. Donc, le directeur technique doit garantir que chaque lot qui a été fabriqué, il est bien contrôlé selon les exigences retenues et doit garantir la conformité de chaque lot aux exigences retenues pour l'enregistrement. Là, vous avez une obligation de moyens et une obligation de résultat. Donc, comment garantir la qualité d'un médicament? Donc, bien sûr, il y a tout un travail qui est mis en œuvre par les équipes pharmaceutiques. On en parlera plus tard un petit peu de l'organisation de l'industrie pharmaceutique. Mais il faut savoir qu'un médicament est d'abord, avant qu'il ne soit mis sur le marché, il y a plusieurs étapes de développement et de fabrication. Et toutes ces étapes-là sont définies dans un dossier qu'on appelle le dossier d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Nous obtenons cette AMM. Donc, cette AMM est obtenue chez nous en Algérie, auprès du ministère de la Santé. Et chaque produit qui est fabriqué en routine doit être conforme à la référence qui est définie dans le dossier d'AMM. Et cette reproduction, justement, de ce produit en routine ne peut se faire que grâce à un système d'assurance qualité qui est mis en place par les entreprises. Donc, l'assurance qualité, c'est quoi? C'est un large concept qui va couvrir tout ce qui peut individuellement ou collectivement influencer la qualité d'un produit. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour s'assurer que le médicament fabriqué est de qualité requise pour l'usage auquel il est destiné. Donc, c'est une définition qui est donnée dans les guides des BPF. Alors, c'est quoi les BPF? Donc, les BPF également sont définis. C'est un document qui constitue un des éléments de l'assurance qualité qui va garantir que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente et selon des normes de qualité adaptées à leur emploi et requises par l'autorisation de mise sur le marché. Alors, les éléments de l'assurance qualité, c'est quoi? C'est en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un ensemble d'éléments individuels ou collectifs, donc qui vont être liés à l'assurance qualité. Donc, on va commencer, par exemple, principalement par toute la partie documentation. Donc, nous avons les documents, sont des éléments indispensables à tout système assurance qualité. Vous avez toute la partie hygiène, donc hygiène du personnel, qui est également un élément important avant d'entrer en zone de production. Nous devons nous assurer de l'hygiène du personnel et bien sûr du nettoyage des locaux. Donc, les formations du personnel également sont des éléments importants. La validation
Donc, on verra plus tard. Donc, toute opération qui est mise en œuvre au niveau de l'industrie pharmaceutique doit être validée. Donc, les procédés doivent être validés, les méthodes doivent être validées et, bien sûr, les équipements et les systèmes doivent être qualifiés. Et les instruments de mesure doivent être étalonnés. Donc, toutes ces parties-là, donc on va parler de qualification, validation, sont des éléments importants qui sont managés par les structures de l'assurance qualité. Et bien sûr, vous avez l'auto-inspection ou ce qu'on appelle également l'audit interne. Donc, en fait, un système d'assurance qualité dans une entreprise pharmaceutique, vous allez avoir une équipe assurance qualité dans l'entreprise pharmaceutique, va gérer la documentation, donc création des documents, diffusion, retrait, archivage, enfin toute la partie suivi documentaire, va gérer les formations de son personnel, va gérer toute la partie, ce que je disais, qualif valide, des qualifications des équipements et validation des procédés et des méthodes, va faire tout ce qui concerne, va vérifier tout ce qui concerne l'hygiène et le nettoyage des zones de production, va également avoir un œil sur les résultats du laboratoire de contrôle qualité et bien sûr, à travers un système d'auto-inspection, ces équipes de l'assurance qualité peuvent évaluer la mise en œuvre des bonnes pratiques. Alors, l'objectif des guides bonnes pratiques de fabrication. Donc, l'objectif de tous les guides des bonnes pratiques, que ce soit en Algérie ou ailleurs, est de renforcer la qualité des médicaments afin qu'ils puissent être utilisés dans les meilleures conditions pour les patients. Il faut savoir aussi que au centre de toute fabrication, on va d'abord penser à la sécurité du patient. D'accord ? Donc, c'est lui qui est au centre de toute préoccupation pour l'entreprise pharmaceutique. Donc, ces guides qui se sont assez largement inspirés les uns des autres comprennent généralement une dizaine de chapitres. Je vais beaucoup parler des BPF européennes puisque la facilité de la lecture des BPF en français font que nous allons directement voir les BPF françaises, mais les BPF de l'ANSM, en fait, de l'Agence nationale de sécurité des médicaments en France, est une traduction des BPF européennes. Donc, nous avons 9 chapitres sur les BPF européennes, 13 chapitres au niveau des CGMP, donc Current Good Manufacturing Practices aux États-Unis, 17 chapitres pour l'OMS, 9 chapitres pour les PICS. Alors, les PICS, c'est le Pharmaceutical Inspection Committee. Donc, c'est également des documents très intéressants qui sont téléchargeables gratuitement, qui reprennent un petit peu les exigences, les questionnements des inspecteurs lorsqu'ils vont aller sur un site de fabrication. Donc, ces documents de PICS vont vous permettre de vous préparer à une inspection. Et donc, se préparer à une inspection veut dire que mettre en place les bonnes pratiques. Et donc, ces documents-là, comme je disais tout à l'heure, qui s'inspirent les uns des autres, reprennent souvent l'approche des 5 M, l'approche des 5 M qui est connue dans tout système qualité, donc à savoir comment manager des bonnes matières premières, comment les gérer, les stocker, les réceptionner, les échantillonner, avec des bonnes main-d'œuvre, des main-d'œuvre qualifiées, propres, habilitées, qui connaissent leurs responsabilités, avec du matériel qui est qualifié, étalonné, entretenu, maintenu. Nous allons utiliser des méthodes qui sont également validées, comme je disais tout à l'heure, documentées et dans un milieu approprié, donc qui est propre, également nettoyé, des utilités qui sont qualifiées, etc. Donc, cette approche des 5 M, qui est utilisée aussi dans toute analyse de cause ou l'analyse de recherche de cause ou de recherche identification d'une racine, enfin d'une cause d'une non-conformité. C'est ce qu'on appelle également le diagramme d'Ishikawa qui retient les 5 M. En fait, l'utilisation des 5 M répond, enfin, ou plutôt je vais dire les 9 chapitres des BPF. Vous allez voir qu'on retrouvera l'approche des 5 M
dans toute cette composante. Alors, l'édition en vigueur, je vais parler donc directement de l'édition en vigueur des BPF que j'ai utilisés. Donc, il y a eu une dernière mise à jour, c'est la mise à jour du 6 mai 2019, donc des BPF, dans laquelle on a introduit une partie 4 sur les bonnes pratiques de fabrication spécifiques aux médicaments de thérapie innovante. Vu qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de biotechnologie, de médicaments de biotech. Donc, c'est ce qu'on appelle les thérapies innovantes. Et donc, il y a un chapitre ou une partie plutôt, parce qu'aujourd'hui, les BPF sont partagés en 4 parties. Donc, et donc, il y a eu cette nouvelle partie 4 qui est applicable pour les thérapies innovantes. Et puis, la nouvelle annexe 2 des BPF européennes a été transposée. Donc, nous avons une version consolidée des bonnes pratiques de fabrication qui intègre toutes les modifications de la nouvelle annexe 2. Donc, je vais un petit peu aborder l'historique, en fait, des modifications des BPF. Donc là, en fait, je vais reprendre… alors, on a… Non, voilà. Donc, alors, il y a eu la décision du 29 décembre 2015 relative aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, cette première décision du 29 décembre 2015, dans laquelle on parle, donc, ce que je vous disais, il y a 4 parties donc, dans les BPF. Donc, il y a la partie 1 qui est la partie applicable aux établissements pharmaceutiques, donc qui fabriquent des produits finis, et qui s'applique également aux opérations d'approvisionnement, de conditionnement, d'étiquetage et de stockage des médicaments expérimentaux réalisés par des pharmaciens des lieux de recherche autorisés. Ensuite, nous avons la partie 2. Donc, c'est les BPF qui sont applicables pour la fabrication des substances actives, donc les matières premières ou les principes actifs. Également applicables même lorsqu'il y a juste reconditionnement, réétiquetage de ces matières en vue de leur redistribution. Donc, il faut appliquer les BPF tels qu'est dicté dans les parties 2. Ensuite, il y a une partie 3 qui recueille un ensemble de guides destinés à clarifier les attentes des autorités sanitaires. Donc, cette partie 3, c'est des modèles de documents qui ont un caractère informatif. Nous avons ensuite, il y a eu une décision en 2016, donc on parlait de la décision de 2015, donc 29 décembre 2015. Puis il y a eu une décision du 30 décembre 2016 où on va avoir des annexes, l'annexe qualification et validation, ainsi que l'annexe certification par une personne qualifiée et libération des lots, ont été modifiées. Et donc, il y a eu modification de ces annexes-là qui ont été apportées au niveau des BPF qui ont été mises en application le 30 décembre 2016. Et celle du 6 mai 2019, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le rajout du chapitre 4 sur les bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments de thérapie innovantes, principalement. Alors, je vais parler aujourd'hui, rapidement, des 9 chapitres des bonnes pratiques de fabrication applicables pour les établissements pharmaceutiques donc qui fabriquent des produits pharmaceutiques. Donc, ces 9 chapitres, donc vous allez avoir un chapitre sur le système qualité pharmaceutique, un chapitre sur la personnel, donc la gestion du personnel, les exigences en termes de personnel, un chapitre sur les exigences en termes de locaux et matériels, la documentation, la production, le contrôle qualité, les activités externalisées ou alors ce qu'on appelle tout ce qui est sous-traitance au niveau de l'industrie pharmaceutique, les réclamations, défauts qualité et rappel de médicaments et auto-inspection. Donc, on va voir que c'est les 9 chapitres qui vont gérer, enfin qui vont donner les règles à utiliser pour toute industrie de fabrication. Puis, il va y avoir des lignes directrices particulières
Donc, il y a des lignes directrices sur la fabrication des médicaments stériles, la fabrication des médicaments biologiques, la fabrication des radiopharmaceutiques, des médicaments à base de plantes, comment se fait l'échantillonnage des matières premières et des articles de conditionnement, la fameuse annexe 15 sur la qualification et validation. Donc, un certain nombre de lignes directrices qui sont revues régulièrement et mises en application au niveau des BPF. Donc, actuellement, justement, l'annexe 1 de fabrication des médicaments stériles est en perpétuelle revue au niveau des agences pour sa mise à jour parce qu'il y a beaucoup, en fait, avant la sortie d'une ligne directrice, il y a ce qu'on dit, en fait, cette ligne directrice est soumise d'abord soit à des associations, soit à des producteurs pour avis pour qu'ils donnent chacun doit donner son avis sur l'applicabilité de cette ligne directrice et pour qu'elle puisse être adoptée une fois pour toutes. Donc, chaque chapitre des BPF va comprendre plusieurs paragraphes. Ils sont numérotés et adaptés au sujet traité, mais on va toujours commencer par un principe applicable. Par exemple, si on devait prendre le chapitre 1 sur le système qualité pharmaceutique, il va comprendre 13 points qui exposent le système qualité pharmaceutique et comment ce système s'applique à la fabrication, au contrôle, à la revue qualité des produits et à la gestion du risque. Donc, aujourd'hui, enfin depuis 2015, il y a eu une grande refonte au niveau des BPF qui font que certaines terminologies utilisées au niveau des normes ISO 9001, en l'occurrence de management de la qualité, qu'on va retrouver dans ICH Q10, donc qui est sur le système qualité pharmaceutique, qu'on va retrouver imbriquées dans les bonnes pratiques de fabrication. Si vous voulez, avant, les bonnes pratiques de fabrication s'occupaient principalement du produit. Aujourd'hui, on va adapter ces bonnes pratiques à un système. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant le chapitre 1 s'appelait gestion de la qualité. Aujourd'hui, le chapitre 1 s'appelle système qualité pharmaceutique. Et il va intégrer un ensemble d'exigences qu'on connaît quand on étudie la qualité. Par exemple, l'analyse de risque, c'est vraiment aujourd'hui au cœur des BPF. Donc, on vous dira à chaque fois, par exemple, faire une analyse suite à une analyse de risque pour pouvoir évaluer si oui ou non on va accepter telle ou telle déviation ou telle action ou telle dérogation. Donc, l'analyse de risque aujourd'hui est vraiment au cœur des BPF et ça a été introduit depuis 2015. Alors, je vais parler un petit peu du chapitre 1. Donc, chapitre 1 sur système qualité. Donc, alors, ce que j'ai fait, comme c'est assez difficile de parler des BPF en une heure, donc j'ai repris quelques exigences. Donc, sur chaque chapitre, je vous ai un peu décortiqué les différentes exigences, donc le nombre de points d'exigence. Donc, par exemple, dans le chapitre système qualité pharmaceutique, on va trouver des considérations générales, donc bien sûr le principe. Ensuite, du chapitre 1.1 à 1.17, donc je veux dire des exigences 1.1 à 1.7, c'est les axes du système qualité pharmaceutique. Le point 1.8 va parler des bonnes pratiques de fabrication, 1.9 du contrôle de la qualité, de 1.10 à 1.11 de la revue qualité produit, 1.12 et 1.13 sur la gestion du risque qualité. Donc, j'ai pas beaucoup abordé chaque point, hein, donc j'ai vraiment été j'ai vraiment fait un screening, mais je répondrai avec plaisir tout à l'heure à vos questionnements si nécessaire. Donc, le principe de ce chapitre-là du système qualité pharmaceutique ou QMS, Quality Management System, donc, c'est de mettre en œuvre un système d'assurance de la qualité permettant de garantir que chaque fabrication de médicaments possède le niveau de qualité décrit au dossier d'autorisation de mise sur le marché.
Et les principales modifications qui ont été apportées, donc voilà, je disais depuis 2013, c'est l'alignement au concept et à la terminologie d'ICHQ10, qui est une terminologie très rapprochée d'ISO 9001. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de gestion de risque, on va parler de politique qualité, on va parler de responsabilité de la direction, on va parler de revue qualité produit, on va parler d'évaluation, enfin de root cause, de comment faire les évaluations des plans d'action, enfin des CAPA. Donc toute cette partie est bien décrite au niveau de ce chapitre. Donc, un système qualité pharmaceutique, une gestion de risque, une documentation complète. On verra à travers le passage que je vais parler un petit peu de toutes les BPF. On parle beaucoup de la documentation. La surveillance de l'efficacité du système, chose qui n'existait pas avant. Donc, les revues, donc l'évaluation de l'efficacité, ça n'existait pas beaucoup avant. Donc, aujourd'hui, c'est au centre du système qualité. La définition des responsabilités est très importante. Donc, la responsabilité de la direction, on reprend ici tout un chapitre sur la responsabilité de la direction. Donc, les exigences de base du système qualité pharmaceutique, les bonnes pratiques de fabrication vont s'appliquer à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Donc, depuis la fabrication des médicaments expérimentaux, le transfert de technologie, la fabrication commerciale jusqu'à l'arrêt du produit. Donc, si vous voulez, on va avoir des bonnes pratiques à chaque étape. Donc, vous allez, si vous voyez le schéma qu'il y a si bas, vous allez voir qu'il y a le cycle de vie du produit. Donc, ça commence par le développement pharmaceutique. Donc là, on est dans la partie découverte de la molécule. On n'a pas vraiment beaucoup de bonnes pratiques, si vous voulez, qui sont utilisées lorsqu'on est dans le cycle de découverte. Par contre, à partir du moment où on commence à faire des essais cliniques ou des essais précliniques, là, on rentre dans les bonnes pratiques de laboratoire. Et non pas, c'est pas dans le sens. Alors là, j'aimerais bien éclaircir une terminologie. Les bonnes pratiques de laboratoire, quand on dit bonnes pratiques de laboratoire, c'est au sens essai toxicologique. C'est le laboratoire de toxicologie qui utilise des animaux pour ses essais. Donc, alors que on verra lorsqu'on est dans la partie qualité ou fabrication, on va parler du chapitre 6, contrôle qualité, dans les bonnes pratiques de fabrication. Donc, ce que je disais, donc toute la partie bonne pratique de laboratoire et bonne pratique de fabrication, puisqu'on va faire des essais pour fabriquer ces produits, pour les administrer lors des essais. Donc, dans ce cycle de développement, pardon. Oh là là. Donc, ça va revenir. Donc, dans ce cycle, on va… Oh là là. Voilà, ça va. Je vais boire encore. Donc, dans ce cycle, on va devoir utiliser les bonnes pratiques de laboratoire telles qu'elles sont édictées dans les laboratoires de toxicologie et les bonnes pratiques de fabrication pour fabriquer ces essais pour des essais cliniques. Enfin, c'est l'eau de produits pour les essais cliniques. Ensuite, là, on est dans la partie sécurité du produit. Ensuite, on va faire les essais d'efficacité, donc qui vont être faits avec des essais cliniques sur des volontaires
sur des malades et sur des volontaires sains, donc en fonction des différentes étapes. Et là, nous sommes soumis donc au suivi des bonnes pratiques cliniques et bien sûr, bonnes pratiques de fabrication. Puis, on va passer à la partie qualité. Donc là, c'est la partie fabrication de routine. Oui, on doit fabriquer selon les exigences du dossier d'AMM, enfin selon ce qui a été décrit dans le dossier d'AMM. Et donc là, on doit respecter les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution, vu que nous allons distribuer ce produit. Et il y a des guides sur les bonnes pratiques de distribution également. Pendant cette étape qualité, il y a également l'exploitation, ce qu'on appelle des essais cliniques en phase 4, c'est la pharmacovigilance. Et nous devons suivre les bonnes pratiques de pharmacovigilance, pharmaco et de matériaux-vigilance lors de cette étape-là. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Et ensuite, il y a arrêt du produit. Mais les bonnes pratiques de fabrication s'appliquent à toutes les étapes du cycle de vie, depuis la fabrication des médicaments expérimentaux, donc à travers des bonnes pratiques de laboratoire, le transfert de technologie, la commercialisation, jusqu'à l'arrêt du produit. Et donc, on trouve ces exigences au niveau de base au niveau du système qualité pharmaceutique, chapitre 1. On a également une bonne partie qui est dédiée à la revue qualité produit. Donc, c'est quoi la revue qualité produit? C'est chaque année, l'assurance qualité doit faire une évaluation sur l'ensemble. Par exemple, si vous fabriquez 200 lots d'un produit A, vous devez évaluer les 200 lots, c'est-à-dire évaluer les résultats. Est-ce qu'il y a eu des déviations? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des résultats non conformes? Donc, il y a tout un ensemble d'exigences ou de critères qui sont définis. Il y en a 12, je pense, au niveau des chapitres revue qualité produit. Donc, on doit revoir tous les points relatifs à l'historique du produit. Et ceci pour vous assurer de la stabilité du produit dans le temps. Le chapitre 2, personnel. Donc, quelles sont les exigences qui sont posées dans ce chapitre? Donc, on a des considérations générales. Ensuite, des exigences pour les postes clés. Il faut savoir qu'il y a, dans l'industrie pharmaceutique, il y a ce qu'on appelle des postes clés, à savoir le pharmacien responsable, le directeur technique chez nous, le directeur de production, le directeur du laboratoire et l'assurance qualité. Vous avez des exigences de formation. La formation est tellement importante qu'il y a 5 exigences relatives à la formation. Donc, on doit former le personnel quand il est recruté, on doit faire des rappels de formation, on doit former surtout sur les étapes critiques de la fabrication. Donc, il y a vraiment des éléments importants, des exigences importantes pour la formation du personnel. Il y a également, c'est dans ce chapitre-là qu'on va trouver des exigences sur l'hygiène pour le personnel. Donc, le personnel doit porter la tenue appropriée, doit se laver les mains avant chaque geste propre, doit déclarer s'il est malade. Donc, ne doit pas manger, boire et fumer, chiquer, etc. Sur les lieux de production. Donc, toutes ces exigences-là sont bien décrites au niveau du chapitre personnel. Et la nouveauté depuis 2015, c'est l'exigence particulière pour les consultants, puisqu'on s'est rendu compte que l'entreprise pharmaceutique fait beaucoup appel à des consultants. Et donc, aujourd'hui, il y a des exigences en termes de vérification de la compétence de ce consultant et du suivi de ce consultant-là. Donc, la partie du personnel, donc l'exigence importante, c'est que le personnel doit être qualifié. Donc, qui dit qualifié, ça veut dire avoir la bonne formation au poste, en nombre suffisant. Les responsabilités de chacun doivent être mises par écrit, ce qui veut dire avoir à disposition des fiches de poste et avoir des formations initiales. Donc, vous allez voir pour les personnes qui ont déjà travaillé en industrie pharmaceutique ou si vous entrez en industrie pharmaceutique, systématiquement, vous allez avoir minimum 3 formations initiales. La formation aux bonnes pratiques de fabrication de base, la formation à HSE et la formation aux règles d'hygiène. Très important. Hygiène et habillage et comportement.
Nous avons également dans ce chapitre-là les responsabilités qui sont bien décrites. Donc, par exemple, si vous devez faire vos fiches de poste euh, pour le directeur de production ou là pour le contrôle qualité ou là le pharmacien responsable, il faut reprendre ce qui est écrit dans les chapitres des BPF. Ils sont assez bien décrits. Alors, je donne juste des exemples. Hein. Donc, j'ai pris quelques exemples des chapitres. Là, vous allez voir le point 2, 10. 2, ça veut dire c'est le chapitre personnel. 10, c'est la 10e exigence. Donc, le fabricant doit assurer la formation de tout le personnel appelé à pénétrer dans la zone de production et de stockage ou dans les laboratoires de contrôle, donc personnel technique, d'entretien et de nettoyage inclus, de même que toute autre personne dont les activités pourraient présenter une influence sur la qualité des produits. Moi, je me rappelle en tant que sous-traitant, par exemple, il m'arrive d'aller faire de la sous-traitance dans des entreprises pharmaceutiques. Et ben, cette entreprise doit me former sur leurs règles des bonnes pratiques ou leurs règles d'hygiène ou leurs règles de circulation au niveau de leur site de fabrication. Même si vous êtes déjà qualifié, mais ils doivent démontrer que vous avez assuré la formation de toute personne qui entre dans une zone de fabrication. On a également ce que je disais, et aujourd'hui c'est vraiment d'actualité, on a la partie hygiène, lavage des mains et désinfection des mains est très très importante au niveau donc on en parle beaucoup au niveau de ce chapitre-là. Toute personne pénétrant dans une zone de fabrication doit porter les vêtements protecteurs appropriés aux opérations qui s'y déroulent. C'est-à-dire que si, alors il faut savoir que les zones de production pharmaceutique sont classées. Donc on parle de classe D, classe C, B et A. Donc la classe D, c'est les classes généralement qui sont dédiées aux fabrications des formes non stériles. Donc c'est la forme propre. Donc cette classification, on va la trouver au niveau de l'annexe 1. En fait, on donne une classification en fonction du nombre de particules qui sont présentes dans l'environnement, en fonction du volume de l'environnement. Donc, par exemple, dans une classe D, dans une classe de fabrication forme sèche ou dans un laboratoire de contrôle qualité ou dans une zone de conditionnement, on va porter une blouse, des gants, une charlotte et des surchausses ou des sabots dédiés. Par contre, lorsqu'on entre dans des classes C ou des classes B, là par exemple pour aller dans la fabrication du stérile, c'est le port de la combinaison, des lunettes, du masque. Là, on est dans la protection du produit et la protection de la personne. Chapitre 3, donc les exigences qu'on va trouver dans ce chapitre, c'est le chapitre qui est dédié aux locaux et au matériel. Donc, il y a 5 considérations générales, des exigences pour la zone de production, des exigences pour la zone de stockage, pour le contrôle qualité ou pour le labo de contrôle et des exigences relatives au matériel. Donc là, pareil, on va vous rapporter quelques-unes des exigences qui sont décrites. Donc le principe de ce chapitre-là, c'est que les locaux et le matériel doivent être situés, conçus, construits, adaptés et entretenus de façon à convenir au mieux aux opérations à effectuer, permettant un nettoyage facile, éviter les risques d'erreur et les contaminations croisées. Alors, quand vous lisez cette phrase, ça peut vous paraître peut-être un peu simple, mais en réalité, chaque mot est important. Et un inspecteur ou un auditeur va aller dans chacun des mots vous demander la preuve que vous avez réalisé ou vous êtes conforme à cette exigence-là. Par exemple, le matériel doit être situé, d'abord situé. La situation est importante. D'accord. Donc le matériel et les locaux. Donc si le local est situé dans un environnement qui est très pollué, par exemple, vous allez devoir démontrer que cette pollution externe n'impacte pas sur la qualité de vos produits en interne. Conçu. Donc la conception est importante. Donc comment on entre dans une salle, comment sont faits les traitements d'air, comment sont faits l'arrivée des utilités. Donc chacun des mots
nécessite une preuve documentée que vous avez respecté cette exigence-là. Alors, je vais revenir là pour permettre un nettoyage facile. Alors, le nettoyage aussi, c'est une opération ou un process très important au niveau de l'industrie pharmaceutique. Parce que ce nettoyage-là on doit démontrer qu'il est efficace à travers justement des étapes de validation qui doivent être faites en fonction de la gamme de production et en fonction des types d'équipements que vous avez. Alors, dans ce chapitre-là, donc chapitre 3, locaux et équipements, on va trouver des généralités sur l'importance de la qualité de l'environnement de la fabrication, des exigences de la qualité des zones de production, de stockage, de contrôle et du matériel mis en œuvre dans ces zones-là. Par exemple, quand on dit les locaux doivent être situés dans un environnement qui, tenant compte des mesures prises pour protéger la fabrication, ne présente pas de risque de contamination pour les produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire si vous êtes, par exemple, en zone inondable, ben, vous devez prendre des mesures de sorte à ce que s'il y a un risque, donc vous devez faire une analyse de risque. S'il y a un risque d'inondation, quelles sont les actions que vous avez mises ou quelles sont les précautions que vous avez prises pour éviter cette entrée d'inondation. Donc, pour un inspecteur, il va vous demander justement la preuve que vous avez pris les mesures nécessaires pour protéger la fabrication de votre produit. On va aller jusqu'à l'éclairage, par exemple. L'éclairage, la température, l'humidité, la ventilation doivent être appropriées afin de ne pas affecter directement ou indirectement ni les médicaments durant leur fabrication et leur stockage, ni le bon fonctionnement du matériel. Donc, ça veut dire qu'il faut fixer les limites acceptables pour l'éclairage, pour la température, pour l'humidité, quel peut être le danger de la lumière ou celui de l'ombre. Donc, tout ça se fait. Comment on va le faire? C'est à travers l'évaluation du risque au départ. Donc, on évalue le risque de la hausse température, par exemple, sur la dégradation de nos produits, et on va se fixer les limites peut-être de climatisation ou d'aération ou de déshumidification qu'il va falloir mettre dans cette zone de fabrication. Alors, le chapitre important les points importants, c'est d'éviter la contamination croisée. Donc, la contamination croisée doit être évitée pour tous les produits par une bonne conception. Donc, la contamination croisée, elle va être évitée grâce à une bonne conception et une utilisation appropriée des installations de fabrication. Les mesures pour prévenir la contamination croisée doivent être proportionnelles au risque. Le principe de gestion du risque, donc je reviens toujours à l'analyse de risque, vous voyez, elle revient souvent, doit être utilisé pour évaluer et contrôler les risques. En fonction du niveau de risque, il peut être nécessaire de dédier des locaux et les équipements pour les opérations de fabrication et ou de conditionnement en vue de contrôler le risque présenté par certains médicaments. Ça veut dire quoi? Par exemple, aujourd'hui, on va vous dire il y a des zones dédiées. Les produits pénicilliques, on ne va pas les fabriquer avec les non pénicilliques. Les stéroïdes ou certaines hormones ne vont pas être utilisées avec les médicaments classiques. Les médicaments à haut risque peut-être qu'il faut dédier les locaux de fabrication ou même les équipements de fabrication. Donc, tout cela, toute cette maîtrise de la contamination croisée doit être évitée. Enfin, la contamination croisée doit être évitée à travers une bonne conception et une bonne utilisation des installations de fabrication. Les locaux doivent être de préférence disposés dans l'ordre logique des opérations de fabrication effectuées et selon les niveaux de propreté requises. Donc là, vous voyez à travers ce logigramme les différentes étapes d'une fabrication. Nous allons recevoir notre matière dépoussiérée, donc comment on appelle ça, les fûts ou les palettes. Ensuite, on doit faire un prélèvement, donc bien sûr classer, prélever, mettre en quarantaine, mettre en stock disponible. Une fois que c'est en stock, on va passer à la fabrication, donc peser, délivrer, mettre en œuvre la fabrication, mettre en œuvre le conditionnement et mettre en quarantaine le produit avant de le libérer pour la vente. Donc, chacune de ces étapes, il faut savoir quels sont les équipements qui sont nécessaires,
quels sont les accessoires nécessaires, comment on doit évacuer les déchets, comment on doit stocker les produits intermédiaires. Donc, toutes ces questions, on doit se les poser beaucoup lors de la conception pour pouvoir mettre les bonnes solutions. Les laboratoires de contrôle qualité doivent être conçus en vue de leur usage. Ils doivent être suffisamment spacieux pour permettre d'éviter les confusions et les contaminations croisées. Une zone de stockage convenable doit être prévue pour les échantillons et les dossiers. Donc là, la partie échantillotech est très importante dans une entreprise pharmaceutique. Échantillotech est bien sûr le local d'archivage des documents. Une entreprise pharmaceutique dispose de milliers de documents et qui doivent être archivés, et donc l'accès à ces zones est réglementé, le classement de ces zones est réglementé, donc tout cela doit être bien conçu dès le départ. Alors, il y a également un point qui est important, c'est que le matériel de fabrication doit être conçu de façon à permettre un nettoyage facile et minutieux. Il doit être nettoyé selon des procédures écrites et détaillées et rangé dans un endroit propre et sec. Donc, alors ça aussi, c'est des remarques d'audit qui sont importantes. Donc, lorsque vous allez, lorsque un auditeur ou un inspecteur va rentrer dans votre zone de fabrication, il va vérifier que la facilité de nettoyer votre équipement, il va vérifier que vous avez bien étiqueté le nettoyage, qu'il est bien stocké dans un endroit propre et sec, que vous n'avez pas laissé votre équipement nettoyé dans la laverie. Donc, il y a tout un ensemble d'exigences qu'il faut respecter. Là également, il y a un point très important au niveau des entreprises pharmaceutiques et même dans les entreprises qui sont soumises au système qualité. Le matériel de mesure, de pesée, d'enregistrement et de contrôle doit être étalonné et vérifié à des intervalles définis et par des méthodes appropriées. Les comptes rendus de ces contrôles doivent être conservés. Donc, la notion d'étalonnage d'équipement et de qualification, enfin, d'étalonnage d'instruments et de qualification d'équipement est très importante. Et bien sûr, la partie conservation et archivage des documents est également importante. Donc, en parlant de documents, je vais un petit peu également passer en revue quelques exigences qui sont posées dans le chapitre documentation, chapitre 4. Donc, des exigences pour la création des documents. Vous avez des exigences sur les bonnes pratiques documentaires, sur l'archivage des documents. Ensuite, on va également donner les exigences sur les spécifications. Que doit contenir une spécification? Les formules et instructions de fabrication. Donc là, les BPF vous décrivent ce que doivent contenir les formules et les instructions de fabrication, ainsi que les instructions de conditionnement. Que doit contenir un dossier de lot? Et que doivent contenir les procédures et les enregistrements. Donc, les documents écrits doivent être clairs, précis et sans erreur, disponibles à tout moment. Ils doivent permettre de donner des instructions et de recueillir des informations propres à chaque lot. Donc, les documents nécessaires donc pour dans le système qualité pharmaceutique doivent être créés et contrôlés. Donc ça également, ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau de structure qualité qui est responsable de la création et du suivi et de l'archivage des documents. Aujourd'hui, il y a un point particulier qui est vu lors des audits, c'est la fameuse data intégrité ou intégrité des données. Surtout avec l'avènement des données électroniques. Donc, comment assurer l'intégrité des données électroniques? Donc, aujourd'hui, c'est un point d'audit très important et très vu par les inspecteurs. Ensuite, il y a, dans les BPF, on vous dit quelles sont les informations importantes qui doivent être décrites dans les fiches de spécification et toutes les instructions de fabrication et de conditionnement. Alors, donc, voilà, je reviens juste à la partie intégrité parce que c'est important avec l'apparition des données électroniques. Donc, des contrôles appropriés doivent être mis en œuvre pour garantir la précision, l'intégrité, la disponibilité et la lisibilité des documents. Les instructions ne doivent pas comporter d'erreurs et doivent être disponibles par écrit. Le terme écrit signifie que ces documents doivent être enregistrés ou présentés sur un support à partir duquel les données peuvent être restituées sous une forme directement lisible. Donc, soit
support papier, soit support électronique, mais avec une partie sécurisation des données électroniques très importante. Donc, tout type de documents doivent être définis et respectés. Les exigences s'appliquent ainsi à tous les supports documentaires. Donc, même parfois il peut exister des documents hybrides, c'est-à-dire qui comportent une partie électronique et une partie papier. On va aller voir par exemple les documents au niveau du laboratoire. Vous avez des données qui sont imprimées sur papier, vous avez des données électroniques qui sont sur le système de l'équipement. Là, c'est le système hybride et vous devez donner la preuve à votre auditeur ou même au vérificateur que ces données sont restées intègres. Alors, tous les documents doivent être approuvés et signés et datés par des personnes appropriées et autorisées. Et le contenu des documents ne doit pas être ambigu et doit être identifiable de façon unique. La date de prise d'effet doit être définie. Donc, un document, il a une date il a une vie, enfin, il a une date de naissance et il a également une date de révision. Donc, les saisies manuscrites doivent être faites de manière claire, lisible et indélébile. Donc, c'est pour ça qu'on vous dira dans un laboratoire pharmaceutique, on n'utilise pas de crayon, on n'utilise pas de Tipex, on n'utilise pas de gomme. La partie indélébile est très importante parce que ça va impacter sur la traçabilité de tout ce qui a été fait. Donc, l'enregistrement doit être effectué ou finalisé au moment où chaque action est réalisée. Donc ça, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle le logbook, ou le cahier de paillasse, ou le cahier de suivi de fabrication, ou le dossier de l'eau. On doit compléter toutes les informations au moment de leur réalisation. Toute correction qui est apportée à un document doit être signée et datée. Et la correction doit permettre la lecture de la mention originale. C'est-à-dire que si on s'était trompé auparavant, on barre, mais de façon, si on efface, on barre et on réécrit à côté ou plus bas et justifier pourquoi on a barré. Est-ce que c'est une erreur d'écriture? Est-ce que c'est une erreur de calcul? Et puis, bien sûr, dater et signer et s'identifier. Donc là, la partie archivage est très importante. Le dossier de l'eau de fabrication doit être conservé au moins 1 an après la date de péremption ou au moins 5 ans après la certification du lot par une personne qualifiée. Et on utilisera le délai le plus long. C'est-à-dire que si le médicament, il a 3 ans de validité, on va garder 5 ans les données de ce produit. Mais si le produit a 5 ans de validité, on va garder 6 ans, donc 5 plus 1, les dossiers de l'eau correspondants. Donc, pareil, toute la partie documentation au niveau du laboratoire de contrôle doivent être écrites et tous les résultats doivent être enregistrés dans ce qu'on appelle le cahier de laboratoire. Donc, des politiques écrites ou des procédures, des protocoles et des rapports, des enregistrements et toutes les actions ou les conclusions doivent être établies pour tout ce qui est fait au niveau de l'entreprise, que ce soit pour la partie produit, réception, prélèvement, quarantaine, stockage, pesée, délivrance, production, contrôle, stockage, ou partie système, recrutement, formation, toutes les opérations, toutes les déviations, les investigations, les change control ou les maîtrises des changements, amélioration, analyse, certification, tout cela doit être décrit dans des documents. Donc là, il y a un ensemble de documents qui sont exigés dans les BPF. Chapitre 5, là je vais essayer d'aller encore plus vite. Chapitre 5, c'est les exigences relatives au chapitre production. Donc des exigences générales, 5.1 à 5.16, des exigences contre les contaminations croisées qui reprennent un petit peu ce qui a été vu au chapitre 3 sur éventuellement de dédier des locaux s'il y a un problème de contamination.
Des exigences pour les validations, donc ce que je parlais tout à l'heure de la validation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on introduit un nouveau produit au niveau d'un local de fabrication, on doit valider ce nouveau produit, ou une nouvelle méthode dans un laboratoire, elle doit être validée. En termes de matières premières également, il y a des exigences, en termes d'opérations de production, en termes d'articles de conditionnement, en termes d'opérations de conditionnement, produits finis, produits refusés et les produits en rupture. Donc, je vais montrer vraiment quelques exigences. Donc, les opérations de production doivent suivre les procédures bien définies, répondre aux principes des BPF en vue d'obtenir des produits de qualité requise et correspondre à leur autorisation de mise sur le marché. Tout ça dans la vision de maîtriser le risque pour le patient. Donc, il y a eu ce que je disais, des nouvelles modifications qui ont été apportées en 2015 sur l'évaluation toxicologique pour la prévention de la contamination croisée. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez un site multiproduit, donc qui fabrique plusieurs produits sur les mêmes machines, une évaluation toxicologique doit être mise en œuvre pour évaluer les risques de contamination croisée. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple un produit hautement toxique avec un produit type paracétamol, il va vraiment falloir évaluer le risque de contamination, c'est-à-dire le risque qu'il y ait des traces de ce produit toxique dans la fabrication du paracétamol s'ils utilisent les mêmes outils de fabrication, le même mélangeur, la même cuve. Donc là, il y a aujourd'hui toute une partie évaluation toxicologique qui est exigée dans ce qu'on appelle les protocoles de validation de nettoyage. Donc, la validation de nettoyage est une exigence au niveau des sites de fabrication de produits pharmaceutiques. Et dans la validation de nettoyage, l'étape d'évaluation toxicologique pour prévenir de la contamination croisée est une étape incontournable. Donc également, donc parmi les chapitres donc sur la validation de nouvelles fabrications et tout changement qui est introduit au niveau d'un site de fabrication doit être évalué à travers ce qu'on appelle les change control. Donc vous devez mettre en place une procédure de maîtrise des changements comme dans les normes ISO pour pouvoir évaluer le risque de ce changement ou de cette modification sur la stabilité de votre système. Et il y a également des chapitres sur la qualification des fournisseurs, donc les fournisseurs de matières premières, afin de refléter l'obligation légale du titulaire de l'AMM pour s'assurer que les substances actives sont produites en conformité avec les BPF. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'audit des fournisseurs des matières premières. Donc, c'est également une exigence qui est de plus en plus introduite au niveau des sites de fabrication aujourd'hui. Donc, parmi les zones, enfin les exigences importantes, c'est l'accès aux zones de fabrication qui doit être limité au personnel autorisé. C'est exactement ce qu'on avait vu également au niveau du chapitre 3. Hein. Donc, des mesures doivent être prises en vue d'empêcher l'entrée de personnes non autorisées. Les zones de production, de stockage et de contrôle de la qualité ne doivent pas être utilisées comme lieu de passage par des personnels qui n'y travaillent pas. Donc là, on a différents niveaux pour limiter les accès au niveau d'un site de production. Alors, prévention de la contamination croisée, donc c'est comme pour le chapitre 3, normalement la production de produits non médicamenteux doit être évitée dans les locaux et avec le matériel destiné à la production de médicaments. Toutefois, dans les cas justifiés, elle pourrait être autorisée sous réserve que les mesures contre la contamination croisée avec les médicaments détaillés ci-après et au chapitre 3 sont appliquées. C'est-à-dire, là aujourd'hui, on va voir beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui fabriquent des compléments alimentaires, par exemple. C'est très tendance, donc ce n'est pas interdit, mais à condition de justifier qu'il n'y a pas de risque de contamination croisée et que ce complément alimentaire ne présente pas un risque pour les produits pharmaceutiques qui sont fabriqués par la suite.
Donc, la contamination croisée doit être évitée en portant une attention particulière à la conception des locaux et des équipements. Donc, c'est vrai que c'est grâce à une bonne conception vous permet d'avoir une meilleure maîtrise de la contamination croisée. Et puis après, vous avez au niveau des BPF un certain nombre de mesures techniques ou organisationnelles adéquates, y compris des procédés de nettoyage efficaces et reproductibles qui vont vous permettre de contrôler le risque de contamination croisée. Donc, dans la partie validation, les études de validation doivent conforter les bonnes pratiques de fabrication. Elles doivent être menées conformément à des procédures définies. Les résultats et les conclusions doivent être consignés. Donc, à chaque fois qu'on doit introduire un nouveau produit en ce que je disais en site de fabrication, on doit rédiger le protocole de validation, exécuter le protocole, rédiger le rapport de validation, de sorte à ce qu'on puisse s'assurer que ce produit qu'on a fabriqué répond bien aux spécifications et qu'il est reproductible. Alors, les matières premières également, c'est des éléments importants sur la sélection, la qualification, l'approbation et le maintien des fournisseurs de matières premières, de même que l'achat et l'acceptation de ces dernières doivent être documentés en tant que partie intégrante du système qualité pharmaceutique. Et donc là, on va mettre en place des niveaux de surveillance de ces fournisseurs, à travers déjà le contrôle des matières premières à la réception, par exemple, à travers les audits de ces fournisseurs, à travers donc un suivi de la qualité des matières qu'on a reçues. Donc tout ça doit être documenté au niveau de l'assurance qualité. Donc à chaque livraison de matières premières, on doit vérifier l'intégrité des emballages ou des récipients. Par exemple, ça fait partie de certains critères de vérification d'un bon fournisseur, en plus des autres critères, tels que le contrôle, tels que l'audit éventuellement. Donc, les opérations de fabrication. Donc, là également, je prends juste quelques chapitres. Avant de commencer toute opération de fabrication, il convient de s'assurer de la propreté de la zone de travail et du matériel. Toute matière première, produit, résidu de fabrication antérieure ou document devenu inutile doit être éliminé. C'est ce qu'on appelle faire le vide de ligne. Donc, un vide de ligne, c'est vider la ligne de tout ce qu'il y avait auparavant, de tout le lot précédent. On enlève, alors surtout les risques d'erreur qu'il y a en fait, c'est la nécessité d'enlever justement j'ai mis ici le schéma des lèses d'articles de conditionnement, de s'assurer qu'il n'y a plus aucune lèse disponible, qu'il n'y a plus aucune vignette, aucun article de conditionnement disponible, aucun dossier de lot. Donc tout cela fait partie du vide de ligne. Pour les produits finis, entre autres mesures importantes, qui doivent être maintenues en quarantaine jusqu'à ce que la libération définitive du lot dans les conditions établies par les fabricants soit donnée. C'est-à-dire que on peut pas, c'est vrai que parfois on finit la fabrication, mais on doit attendre que le contrôle qualité finisse l'analyse du lot pour pouvoir avoir l'étiquette libérée et pouvoir vendre le produit. Bon, en Algérie, nous avons également la partie libération par le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Donc, il y a une vérification conjointe. Le chapitre 6, contrôle qualité. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Des considérations générales, des bonnes pratiques de laboratoire de contrôle qualité, des exigences sur la documentation, des exigences sur l'échantillonnage, sur les opérations de contrôle, sur le suivi d'études de stabilité des produits et sur les transferts de technologie. Donc, le contrôle qualité, il a en charge, en général, l'établissement des spécifications, l'échantillonnage des produits, l'analyse, la libération des matières premières, articles de conditionnement et produits finis. Donc, c'est la principale charge du laboratoire de contrôle qualité. Donc, on dit que chaque titulaire, chaque fabricant doit disposer d'un département de contrôle qualité qui doit avoir des moyens suffisants et du personnel qualifié pour assurer ces contrôles. Les locaux et les équipements de laboratoire de contrôle doivent répondre aux critères généraux tels qu'ils sont détaillés dans le chapitre 3, donc locaux et équipements. Donc, les locaux doivent être isolés, entretenus, qualifiés, etc. Aménagés de sorte à minimiser les risques de contamination croisée également.
Toute la documentation, comme on avait vu dans le chapitre 4, doit également être disponible au niveau du laboratoire de contrôle qualité. Un certain nombre de documents exigés par les BPF qui sont décrits dans les, enfin, qui doivent être présents dans le contrôle qualité. J'aborde juste un point qui est important sur la traçabilité. Donc, il est important et conseillé de conserver toutes les données des résultats d'analyse de façon à permettre l'étude de l'évolution dans le temps, et également tous les résultats hors tendance ou hors spécification doivent être traités et faire l'objet d'investigations. Ça veut dire quoi? Si vous avez un résultat qui n'est pas dans votre tendance habituelle ou là, qui n'est pas conforme aux spécifications, donc là, il y a une procédure de gestion des résultats hors spécification qui doit être déclenchée pour pouvoir évaluer le pourquoi de cette hors spécification. Est-ce que c'est une erreur laboratoire? Est-ce que c'est un problème au niveau de la production? Donc, tous ces éléments-là doivent être investigués et les traces doivent rester au niveau de l'assurance qualité. Donc, toutes les méthodes d'analyse doivent être validées au même sens que les procédés de fabrication. Donc, toutes les méthodes qui doivent être utilisées au laboratoire doivent être validées ou du moins vérifiées. Alors, une attention particulière au niveau du labo est portée pour la qualité des réactifs, des solutions titrées, de la verrerie, des milieux de culture. Donc, tout cela pour pouvoir assurer surtout là la sécurité des employés et la conformité des résultats. Il y a un chapitre sur les études de stabilité, donc qui est important à mettre en œuvre. Donc, c'est le laboratoire de contrôle qualité qui est responsable de l'étude de stabilité des médicaments. Donc, nous avons deux types d'études de stabilité. Donc, l'étude de stabilité avant le lancement de la fabrication, donc pour valider la durée de stabilité du produit, mais également ce qu'on appelle les post-commercialisations. Donc, après leur mise sur le marché, la stabilité des médicaments doit être surveillée selon un programme approprié, permettant de détecter tout problème de stabilité, changement de couleur, problème de dissolution, etc. Et ceci pendant toute la durée de validité du produit. Donc, on va faire, par exemple, si on fabrique 100 lots, ou en fonction du nombre de lots fabriqués, on va prélever un lot tous les 50 lots, là, un lot tous les 10 lots. Là aussi, c'est selon l'analyse de risque, selon la stabilité du produit, selon l'historique que nous avons du produit. On va identifier un certain nombre de lots à prélever, à mettre en stabilité commerciale. Alors, ce que je disais, tous les résultats hors spécification, hors tendance, doivent faire l'objet d'une investigation. Et aujourd'hui, comme au niveau mondial, on se rend compte qu'il y a beaucoup de transferts de fabrication. Donc, on a introduit le chapitre 37, cette exigence 37 de transfert de technique des méthodes. Donc, avant de transférer une méthode de contrôle, le site à l'origine du transfert doit vérifier que là où les méthodes de contrôle sont conformes à celles décrites dans l'autorisation de mise sur le marché ou le dossier technique correspondant. Donc, il doit y avoir tout un processus de tech transfert qui doit être mis en œuvre avec le laboratoire de contrôle qualité. L'activité externalisée, donc là rapidement, il me reste encore 5 minutes. Donc l'activité externalisée, c'est quoi? C'est tout ce qui est sous-traité. Donc quelles sont les activités externalisées? On peut avoir par exemple l'étalonnage, le contrôle qualité, parfois même la fabrication dans le cadre de façonnage ou là de fabrication sous licence. C'est des activités qui sont externalisées. Le nettoyage, le pest control. Donc, tout ça, ce sont des activités externalisées. Et toute activité qui est couverte par les BPF et qui est externalisée doit être définie de manière appropriée et doit être régie par un contrat écrit entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Voilà. Donc, le donneur d'ordre doit fournir au sous-traitant toutes les informations et les connaissances nécessaires à la réalisation des opérations de sous-traitance. D'accord? Donc, on peut pas donner, on peut pas en fait aller sous-traiter un produit ou un processus chez quelqu'un sans que nous n'ayons les informations nécessaires. Donc là, cette image de donner le relais est très importante, c'est qu'il faut aller en toute transparence, donner toutes les informations nécessaires aux sous-traitants pour réaliser l'activité. Donc là, la partie conservation des enregistrements également est une exigence au niveau des BPF.
Ensuite, je viens au chapitre réclamation et rappel. Donc, quelles sont les exigences qui sont posées dans ce chapitre-là? Donc, les exigences relatives au personnel et à l'organisation, les investigations, l'analyse de cause et les exigences pour le rappel. Donc, c'est le chapitre 8. Et là, il y a également réclamation, défaut qualité, j'ai oublié de rajouter, défaut qualité et rappel. Donc, afin de protéger la santé publique, un système et des procédures adaptées doivent être mis en place pour enregistrer, évaluer, investiguer et examiner les réclamations concernant un médicament supposé défectueux. Et le cas échéant, retirer efficacement et rapidement les médicaments du circuit de distribution. Donc là également, on vous demande d'appliquer les principes de gestion du risque pour pouvoir évaluer les défauts qualité lors du processus de prise de décision. Alors, il est important aujourd'hui, en cas de réclamation ou de suspicion de défaut qualité, il est important de mettre dans votre analyse de risque l'éventualité que ce produit soit dû à une falsification, que votre produit soit contrefait. D'accord, il est très important, c'est un des points qui a été introduit récemment dans le traitement des réclamations. De se poser la question, est-ce qu'il y a eu falsification ou pas? Ensuite, vous avez un point qui est important également au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est la partie rappel de l'eau. D'accord? Donc, des procédures écrites concernant l'organisation des rappels et les mesures de réduction de risque doivent être établies. Donc, lorsqu'il y a, après commercialisation d'un produit, tout retrait du circuit de distribution de ce produit suite à un défaut qualité doit être considéré et géré comme un rappel. Ils doivent être entrepris rapidement et à tout moment et en informant les autorités réglementaires. Le dernier chapitre, qui est l'auto-inspection. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce chapitre? Donc, ce qu'il convient d'auto-inspecter, ce qui peut être auto-inspecté et le contenu du rapport d'auto-inspection. Donc, l'auto-inspection fait partie du système d'assurance qualité et il doit être réalisé de façon répétée en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer des mesures correctives et nécessaires. Donc, elle doit s'appliquer à l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, on va faire une auto-inspection sur le personnel. Donc, on va vérifier est-ce que le personnel est formé, est-ce que les fiches de poste existent, est-ce que les responsabilités sont connues, est-ce que l'hygiène est respectée, les locaux, le matériel, les documents, la production, le contrôle qualité, la distribution des médicaments, les dispositions prises pour les réclamations, les dispositions prises lors d'une sous-traitance. Donc, tout ça doit être revu à travers donc, ce qu'on appelle l'audit interne, suivant un programme préétabli. Donc, tout programme d'audit interne doit être préétabli dans un programme, enfin, dans un plan d'audit interne, une planification annuelle, de façon à ce qu'on vérifie la conformité aux principes d'assurance qualité qui sont exigés dans les BPF. Donc, elles doivent être conduites de façon indépendante et approfondie, donc par des personnes compétentes et formées, internes de l'entreprise et désignées à cet effet. Donc, on peut faire appel à des experts externes pour faire ces audits internes. Donc, c'est de la sous-traitance à ce moment-là. Donc, toute auto-inspection doit faire l'objet d'un compte rendu. Les rapports doivent contenir toutes les observations faites pendant les auto-inspections et les propositions de mesures correctives qui doivent être également mises dans les rapports d'audit. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là puisque là, ce tableau reprend juste des résumés des différents chapitres, les principes et les contenus des différents chapitres des BPF. Donc, je pense avoir fait un tour général sur les exigences des BPF. Mais là, c'était vraiment un challenge de le faire en 1 heure, 1h15. Je pense avoir essayé d'avoir respecté cela. Merci, voilà. Madame Hamdi. Exactement, c'était un challenge parce que c'est très profond et c'est très détaillé. Donc, on a 15 minutes à peu près, 10 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions, je vous prie de les laisser dans la rubrique message. Donc, là, je puisse les lire à l'intervenante.
Je vais commencer par moi parce que j'ai deux questions. Allez-y, je vous en prie. Alors, une, c'est par rapport à les BPF algériennes. Oui. Leur historique de mise à jour. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Je n'ai pas d'informations. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour qui a été faite? Il y a eu une seule version des BPF, c'est ça? Ouais, à ma connaissance, la version qui est sortie donc dans le fameux livre vert là dont je vous ai parlé en 97, mais en fait, mais fait pas les 9 chapitres. Hein. Donc je pense qu'il y a 5 chapitres, 5 ou 6 chapitres. Il manque un certain nombre de chapitres dans ces BPF là. Mais est-ce qu'il y a une mise à jour avec la nouvelle loi sanitaire? Je ne saurais vous le dire, hein, je n'ai pas regardé. Si quelqu'un a l'information, j'aimerais bien qu'il la partage. Parfait. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'apport des ICH. Oui. Donc, pourquoi on a fait les ICH et qu'est-ce qu'ils rapportent au BPF? Alors, l'ICH, donc c'est comme son nom l'indique, c'est International Conference of Harmonization. Donc là, en fait, c'est l'harmonisation des BPF ou des exigences à travers les 3 grands groupes, c'est Japon, Europe, États-Unis, avec des membres tout autour, des membres observateurs qui vont apporter donc leurs avis, d'accord. Donc aujourd'hui, l'ICH donc donne des recommandations. Ok. Ensuite, à charge aux BPF qui sont réglementaires d'aller les appliquer. Aujourd'hui, par exemple, ICHQ7, qui est c'est les bonnes pratiques de fabrication des matières premières, est devenu c'est pas chapitre, c'est partie 2 des BPF. Donc, il devient une exigence réglementaire. D'accord? Donc, de faire enfin, que tout fabricant de principes actifs doit respecter le chapitre 2 des BPF. Tant que c'était ICH, c'était des recommandations. Voilà la différence. Okay. Donc, l'ICH propose des recommandations et à un certain moment, ça devient une réglementation. Voilà. Okay, parfait. Alors, on passe aux questions. Donc, il y a une question de Inam qui dit quelle est l'importance des 6 sigma Lean, des Lean Six Sigma, dans l'industrie pharmaceutique? Alors, c'est une question très intéressante dans le sens où le Lean, donc c'est d'aller vers la performance industrielle. Donc là, alors si on veut faire le parallèle, c'est-à-dire le Lean aujourd'hui, vous allez voir par exemple toutes les multinationales travaillent selon un système de Six Sigma. Tout ça pour essayer de gagner du temps, d'avoir une meilleure performance, d'avoir donc une meilleure utilisation des outils de la qualité au niveau de la fabrication. Donc je vais dire, c'est la finalité aujourd'hui. Donc si on applique le Lean, ça va être le plus au BPF, d'accord? C'est-à-dire qu'on va pas appliquer le Lean, c'est je veux dire les BPF, c'est l'exigence réglementaire. Le Lean n'est pas encore une exigence réglementaire, mais si on l'applique, ça va vous permettre d'avoir une meilleure performance industrielle. Exactement. Une autre question de Emera. Est-ce que les opérateurs algériens doivent s'aligner à chaque mise à jour des PPF, en dehors des mises à jour algériennes? En tout cas, oui, ils doivent parce que à travers moi je parlerai beaucoup du laboratoire de contrôle, à travers les inspections qui sont faites par le LNC par exemple, le LNCBP lorsqu'il va faire des inspections au niveau des sites industriels de laboratoires de contrôle qualité, ils sont très regardants sur, aujourd'hui ils sont regardants sur les data integrity. Je sais que lorsque même l'inspection pour l'obtention des autorisations de fabrication, les inspecteurs qui vont donner les autorisations d'ouverture vont regarder aujourd'hui les protocoles de validation de nettoyage. Donc, les inspecteurs des autorités réglementaires algériennes sont à jour, hein, donc sont à jour des exigences réglementaires.
euh, dans le monde. Donc, ils vont être très regardants et très exigeants vis-à-vis de ces autorités, vis-à-vis, je veux dire, de ces producteurs locaux. Bon, j'ai vu des producteurs où on a pu arrêter une partie du laboratoire parce on a dû pas arrêter, mais je veux dire demander au laboratoire, par exemple, d'améliorer le système de traitement d'air de l'échantillotech, parce que l'échantillotech doit être à une température et humidité telles qu'elles sont prévues dans les spécifications du produit. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un suivi de température et d'humidité de l'échantillotech à 25 degrés et 45% ou 55% d'humidité. Donc le suivi de température est une exigence. J'ai vu également je sais pas comment on appelle, c'est pas des warning letters, mais enfin c'est les rapports d'audit, je veux dire, voilà, les rapports d'audit qu'on m'a rapportés sur les études de stabilité commerciale. Avant, les entreprises. Allô? Ah, attendez une seconde, j'ai plus de batterie. Je vais. Ok, d'accord. Je vais récupérer mon câble. Je ne vais pas oublier. Attendez, hop, je vais mettre là-bas, je vais bouger. Voilà, j'ai vu donc par exemple des rapports d'audit où on demandait les fameuses études de stabilité commerciale, chose qui ne se faisait pas il y a 4 ou 5 ans. Vous voyez, donc aujourd'hui, je pense que le producteur algérien, grâce aux inspections, va pouvoir améliorer sa qualité et aller de l'avant. Parfait. Alors, une autre question de Emina, s'il vous plaît, par rapport à la gestion des non-conformités, qu'est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe des exigences? Gestion des non-conformités, de résultats ou de système? Elle a dit non-conformité, donc en général. Parce que alors, bon, en fait, vous allez voir, hein, dans chaque entreprise pharmaceutique, ça fait partie des procédures qu'il faut avoir, hein, comment gérer ces non-conformités. Donc, vous avez des non-conformités système qu'on appelle principalement des déviations. Et vous avez des non-conformités de résultats. J'ai vu qu'elle a écrit résultats. C'est ce qu'on appelle les résultats, les procédures de gestion des résultats OOS. Donc OOS, c'est out of specification. Donc au résultat hors spécification et non ou non conforme. Lorsqu'il est hors spécification, c'est qu'il est non conforme. Bien sûr, il y a donc une procédure à suivre. Donc chaque entreprise doit mettre en œuvre cette procédure. Donc en fait, l'enquête doit se faire en plusieurs étapes. Vous avez une première enquête. Première étape de l'enquête, c'est d'abord revoir les calculs. Parce que parfois, il arrive qu'il y ait juste un problème de calcul. Donc, revoir le calcul avec son responsable hiérarchique. Ensuite, revoir, avec la règle des 5 M, est-ce qu'on a utilisé la bonne méthode? Est-ce que la personne qui a travaillé est formée à la procédure? Est-ce que, donc je reviens au M, est-ce que j'ai utilisé les bons réactifs? Parfois, il suffit de se tromper, par exemple des dates de sodium ou par exemple sulfate de quelque chose heptahydraté ou l'anhydre. Il suffit d'utiliser le mauvais réactif que on peut avoir un résultat non conforme. Donc c'est grâce à l'enquête qu'on va pouvoir identifier est-ce que oui ou non on va continuer à pousser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Lorsqu'on fait cette première enquête des 5 M, on va savoir est-ce que l'erreur est du laboratoire. Hadi, c'est une chose. Si c'est l'erreur est laboratoire, donc je refais l'analyse une fois et en fonction du résultat, je libère. Si on n'a pas pu identifier l'erreur laboratoire, on va pousser l'enquête pour voir est-ce que c'est pas un problème au niveau de la production. Et à ce moment-là, il va y avoir tout un processus de rééchantillonnage qu'il faudra mettre en œuvre. Voilà, grosso modo. Voilà, ça répond à la question. Une autre question de Amira. Qu'en est-il des lignes directrices? Est-ce qu'elles sont au même degré en termes d'obligation des ICH? Oui. Chez les ICH, elles sont au même degré d'obligation. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la ligne directrice qualification-validation,
enfin, c'est l'annexe, hein, maintenant c'est devenu annexe 15. Annexe 15 à qualif valide, c'est une exigence. D'accord? Vous allez voir dans la partie qualification valide, dans cette annexe 15, toutes les exigences qui sont décrites dans cette annexe, il faut les suivre. C'est une exigence. Pareil pour l'annexe 1. L'annexe 1, par exemple, pour la fabrication des médicaments stériles, ce sont des exigences. Ok, donc tout ce qu'il y a comme ligne directrice dans les BPF, c'est des exigences réglementaires. Alors, attendez, parce que dans la dénomination, vous avez des lignes directrices et vous avez des exigences, des annexes. Hein. D'accord. Donc, parfois, vous allez voir dans les. Je vais essayer de partager avec vous. Je vais essayer de partager avec vous les BPF. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais même pas où je l'ai mis. Attends, je l'ai mis là. Voilà. Je vais partager avec vous donc les dénominations exactes. Hein. Alors, voilà, je vais partager tout de suite. Par contre, j'arrive pas à trouver le partage là d'écran. Allô? Vous m'entendez? Ah, voilà. C'est en bas. Present now. Ah, ça vient pas. Comment? Ah, voilà. Attendez, alors, une fenêtre. Alors, BPF. Voilà. C'est un peu long, je ne sais pas pourquoi ça ne répond pas. Il faut choisir la fenêtre à partager. Ça me... Peut-être que je n'ai pas beaucoup de connexion là où je suis allée. Attendez. Ouais, ça s'est bloqué. Bon, ceci dit, qu'il y a une des annexes et des lignes directrices. Alors, je ne saurais pas vous dire aussi, je voudrais pas vous tromper, mais il me semble que lorsque ça passe en annexe, ça devient exigence. Et lorsque c'est encore en ligne directrice, c'est encore en discussion avant que ça passe en annexe. Il me semble, mais je suis pas très sûre de cette information. Voilà. Il y a une autre question de Finan. Comment peut-on passer de l'assurance qualité au management qualité dans une industrie pharmaceutique? Bon, alors cette terminologie n'est pas très utilisée, management qualité. On utilise beaucoup plus l'assurance qualité en industrie pharmaceutique, hein, donc c'est plutôt la terminologie utilisée. Quoique aujourd'hui on parle de système qualité pharmaceutique, dans lequel, comme je disais tout à l'heure, on introduit le concept d'ICHQ10 qui parle beaucoup d'amélioration qualité, enfin,
toutes les exigences de revue, par exemple, revue de responsabilité de la direction, de politique qualité, des choses qui n'existaient pas auparavant dans les BPF. Mais je n'ai pas, il n'y a pas de RMQ, enfin, il n'y a pas de RMQ au sens, parce qu'on va pas aller chercher une certification ISO, on va dire, hein, donc dans le système pharmaceutique, c'est rare. Ceux qui vont chercher la certification ISO, c'est beaucoup plus les distributeurs, ceux qui ont les distributeurs pharmaceutiques. Mais ceux qui sont en fabrication, en fait, pour moi, lorsqu'on est BPF, on peut dire qu'on est au-delà d'ISO. Il y a une autre question de Inam. Qu'est-ce qu'il y en a de plus dans les Current Good Manufacturing Practices, les 13 chapitres, par rapport aux BPF européennes? Allô? Allô? Allô, oui. Désolée, hein, j'ai été coupée. J'ai pas suivi donc la question. Alors, la question, c'était qu'est-ce qu'il y en a de plus dans les Current Good Manufacturing Practices, les 13 chapitres, par rapport aux BPF européennes? Beaucoup de choses que je n'ai pas, j'en parle pas beaucoup ici. Bon, il y a beaucoup, par exemple, de choses sur la validation informatique. Comment? La data integrity, je pense. Voilà, beaucoup de choses hein, sur la validation informatique, beaucoup plus. Je les ai pas comme ça en tête, hein, donc. Alors, je me rappelle plus. Bon, je n'ai pas en tête. Franchement, j'ai pas en tête. Donc, je saurais vous le dire. Oui, bon, ils ont leurs propres, ils ont des exigences. Bon, pourquoi 13 chapitres je vais regarder, hein, mais là, j'ai pas l'information comme ça. Je sais qu'il y a vraiment sur la partie numérisation, partie validation informatique, validation des systèmes d'information, tout ça, c'est vraiment quelque chose ils sont vraiment en avance hein, par rapport à l'Europe. Maintenant, ils ont peut-être Roma aussi dans leur si vous voulez, la partie, par exemple, validation de nettoyage n'est pas une annexe, c'est une disposition. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont dans les annexes FLE européennes et qui ne sont pas dans le CGMP. En fait, une autre question, la mienne, est-ce qu'il y a une différence entre CGMP et GMP? Non, ça s'appelle CGMP pour dire que c'est les current, c'est comme ça qu'ils les appellent. Current Good Manufacturing. C'est pour les actualiser. Alors, il y a une autre question de Friel. Je voudrais votre avis par rapport au processus de maintenance, vos recommandations par rapport à ce processus. Alors, je n'ai pas compris la question. Mes recommandations par rapport au processus de maintenance. C'est ça? Au BPF. Mais alors, chauffer souvent, ça fait un petit peu sourire, mais souvent, alors lorsqu'il y a un problème en production, je ne sais pas si la personne fait partie de la maintenance, mais souvent lorsqu'il y a un problème en production de contamination,
Et lorsqu'on fait une investigation et on se rend compte que, tiens, derrière, il y a les gens de la maintenance qui sont rentrés et ils n'ont pas vraiment respecté les règles de nettoyage des mains et tout. Parfois, ils sont vraiment à l'origine de non-conformité. Il y a eu souvent les personnes de la maintenance dans la partie mauvais éléments, mauvais élèves hein, donc de l'école. Mais ceci dit, les exigences sont claires hein, en termes de traçabilité, en termes de respect d'hygiène d'entrée en zone de production, en termes, par exemple, donc dans une des exigences de BPF, lorsque l'équipement n'est pas fonctionnel, il faut bien le mettre spécifié que l'équipement est en panne. Lorsque vous êtes en pleine réparation, vous devez délimiter la zone de maintenance. Donc, il y a des exigences qui sont bien décrites au niveau des BPF dans le chapitre locaux et matériels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le exactly, tout à fait. Je ne sais pas si c'était pour ça. Mais oui, on a un grand problème avec la maintenance préventive. Oui, effectivement, on a un grand problème avec la maintenance parce que aussi, on a un problème de disponibilité de pièces. Ça, c'est un petit peu courant dans notre pays. Je le vis moi aussi au niveau du laboratoire. Hein, on essaye de gratter au maximum les pièces que nous avons et on va juste. Malheureusement, on fait que le curatif. On fait pas beaucoup de préventif. Par contre, l'exigence de qualification des équipements de façon annuelle, Hadi, elle vous règle un petit peu le problème de maintenance préventive parce que, à la limite, lorsque vous faites une qualification, vous êtes parfois obligé de changer des filtres ou là de changer des instruments de vos équipements. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne répondent pas aux spécifications. Donc, la partie qualification annuelle joue un rôle également dans l'identification des écarts où votre équipement n'est pas dans la spécification recherchée. Donc ça joue un rôle. Mais c'est vrai que la maintenance préventive, c'est un gros souci dans notre pays de par la non-disponibilité de pièces de rechange faciles. Donc d'où l'intérêt de faire des bonnes préventions, enfin des achats préventifs, enfin de bien coordonner avec la production, avec l'ordonnancement, pour savoir quelle machine on va le plus utiliser. Donc c'est vrai que ça ça doit se coordonner. Et aujourd'hui, même au niveau des BPF, on parle beaucoup, on a introduit la notion de chaîne d'approvisionnement. Cette terminologie est introduite aujourd'hui dans les BPF, dans le sens où il faut tenir compte du résultat, c'est-à-dire il faut tenir compte même par exemple, parce que vous avez vu parmi les points que j'ai cités dans la production, il y a un point sur la rupture des médicaments. Il faut tenir compte du point de non-rupture, donc partir de ce point-là, pour faire vos prévisions et pour pouvoir, dans les prévisions, voir les temps de disponibilité des machines, pour pouvoir également planifier suffisamment de temps à l'avance la disponibilité des pièces, etc. Donc, c'est vraiment un élément qui est imbriqué. Alors, il y a une question qu'on a sortie de Fanny, elle dit est-ce qu'il y a une certification proprement dite par rapport au BPF ou les rapports BPF? Alors, oui, il y a une certification BPF. Il y a alors, dans le processus de fabrication de produits pharmaceutiques. Donc, il y a un certain nombre d'exigences qu'il faut respecter. Donc, vous allez d'abord, première étape, aller auprès du ministère de la Santé. Donc, avant, c'était la direction de la pharmacie. Maintenant, je pense que ça va être au niveau de l'agence du médicament. Faire une demande d'autorisation d'ouverture d'un site de fabrication. Donc, il y a un cahier des charges à respecter. Donc, dans cette autorisation, donc dans ce cahier des charges, il va y avoir d'abord la disponibilité d'un pharmacien directeur technique, la liste des équipements que vous allez avoir, bien sûr le plan
le plan de l'usine. Dans le plan de l'usine, vous allez avoir également un rapport sur la partie impact de l'usine sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a également? Donc, tout ce document-là, il faut déposer d'abord au ministère. Il va vous donner une autorisation préalable d'ouverture. Ensuite, avec cette autorisation préalable d'ouverture, vous allez pouvoir importer vos machines, apporter les matières premières, etc., monter votre usine, avoir les prêts bancaires si nécessaire. Donc, une fois que vous avez monté votre usine, vous rappelez encore une fois les inspecteurs du ministère de la Santé qui vont venir vérifier que votre site de fabrication il est conforme aux exigences des BPF. Donc, c'est à partir de là, ce que je disais tout à l'heure, parmi les documents qu'ils vont vous demander, ils vont vous demander le site master file. C'est un document qui est décrit dans la fameuse annexe 3 où je vous ai parlé des différents documents qui sont présentés dans cette annexe-là. Donc, le site master file, c'est un petit peu comme le fameux manuel qualité qui est connu dans les systèmes qualité, qui décrit le site, donc comment est organisé le site, quelles sont les machines qui sont disponibles, la gamme des produits, toute la partie qualité du produit. Donc, vous devez déposer ce site master file, les plans, les protocoles et rapports de qualification de vos équipements, les protocoles de validation de nettoyage et protocoles de validation des procédés de fabrication. Ensuite, donc, ils viennent faire, avant la mise en exploitation, ils viennent vérifier que vous êtes conforme au BPF et ils vont vous donner une attestation de conformité au BPF. À partir de là, vous allez commencer à faire vos lots de fabrication, vos lots de validation, vos premiers lots de validation. Et à chaque fois que vous validez un atelier de fabrication, c'est-à-dire que vous validez la ligne des formes sèches, ou la ligne des formes liquides, ou la ligne des formes injectables, vous allez appeler les gens du ministère, donc les inspecteurs du ministère et du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Ils vont assister au lancement du 3e lot de validation pour vous donner l'autorisation de fabrication de ce produit-là. Donc, ça fait partie vraiment, non, pas de ce faux produit, l'autorisation d'exploitation de la ligne qui va être utilisée. Voilà ce qu'ils vont donner. Donc, c'est vraiment en plusieurs étapes. Et encore plus loin, donc le LNC va continuer sur tous les produits. Chaque fois que vous lancez un nouveau produit, le LNC va venir sur votre site de fabrication, faire avec vous le contrôle du produit fini pour vous donner l'autorisation. Ça fait partie des documents, tu as l'autorisation de mise sur le marché du produit. Donc, il y a vraiment des contrôles à différents niveaux. Et ensuite, pour le LNC, chaque 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, il vient faire une inspection du laboratoire. Malheureusement, aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas d'inspection post-fabrication pour les sites de production, chose qui existe dans les autres pays. Mais je pense qu'il est question de mettre en œuvre ces inspections-là post-fabrication. Aujourd'hui, les inspections du ministère, donc de la partie fabrication, ne concernent que l'autorisation d'ouverture et l'autorisation d'exploitation, mais qu'un post-fabrication. Parfait. Alors, il dit alors l'autorisation finale. Oui, l'autorisation d'ouverture, c'est l'autorisation d'exploitation, c'est une autorisation BPF. C'est une certification BPF du pays. Par contre, alors je vais encore peut-être aller un peu plus loin, si vous voulez exporter votre produit dans un pays tierce, c'est-à-dire en Europe ou là en Afrique ou là, le pays tierce est en droit de vous envoyer, pour certains pays, certains pays peuvent accepter l'autorisation algérienne, mais je sais qu'en Europe, vous pouvez pas vendre en Europe sans que les autorités européennes ne viennent inspecter le site de fabrication aux bonnes pratiques de fabrication européennes. D'accord? Il y a eu un site en Algérie qui a été audité à NSM et qui a eu donc l'autorisation de vendre en Europe son produit, son médicament. Bon, il y a eu des commentaires, pas des questions. Mariam me dit que je vais essayer de voir. Elle est limitée à la certification BPF.
Ah bon? Limité en quoi? Alors, Vous pouvez expliquer votre point de vue, Amriema. Vous pouvez prendre la parole. Illimité. Ah, j'ai pas lu. Désolée, elle a écrit illimité. ah, est-ce qu'elle est illimitée dans le temps? Normalement, non, elle n'est pas illimitée. Normalement, justement, bon, enfin, en général, elle n'est pas illimitée. En Algérie, il n'y a pas, ce que je disais, il n'y a pas les audits ou les inspections post-fabrication. Elles se font pas. Par contre, elles se font avec le LNC. Donc, la partie laboratoire peut être une façon de limiter. Ils peuvent enlever l'autorisation. Hein. Ils peuvent ou suspendre l'autorisation jusqu'à remise en conformité. Donc, après une inspection, c'est ça? Après une inspection, oui. Alors, Inam, il dit qu'elle est spécifique pour chaque produit et parfois pour chaque lot. Alors, c'est quoi qui est spécifique pour chaque produit et pour chaque lot? La certification produit, enfin, alors là, c'est ce qu'on appelle la libération. Donc, je ne sais pas si on parle de la même chose. Hein. Alors, là, on va rentrer. Donc, la certification, enfin, le certificat BPF, il est donné par les autorités réglementaires. D'accord? Donc, personne d'autre ne peut donner le certificat BPF, c'est l'autorité réglementaire. Donc, d'abord du pays de fabrication. Ensuite, on peut avoir une certification BPF d'un pays dans lequel on veut exporter. C'est deux choses. Ensuite, elle n'est pas spécifique à un produit. Elle est spécifique à une ligne de fabrication. Ensuite, effectivement, donc dans le cas de l'entreprise que j'ai citée, qui a eu une certification BPF de l'ANSM, ils l'ont eu pour un produit, en effet, parce que c'était un produit qui était fabriqué en sous-traitance pour une multinationale. Mais c'est pas pour chaque lot. On obtient une certification BPF. Alors, soit on l'obtient pour. Alors, on peut avoir différents niveaux différents niveaux. Certificat pour le site, certification pour une ligne de fabrication, certification pour un produit. Mais BPF pour un lot, non. Les lots sont, on a des certificats de libération des lots, qui sont des certificats de libération par le pharmacien. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a plus de questions. Merci, Madame Hamdi, pour votre temps. Je vous en prie. Partage. Je vous en prie. Ça a été bénéfique pour nous tous. Ben pour moi aussi, parce que ça m'a permis de me remettre à jour. Je ne savais pas qu'il y avait une édition 2019. C'était l'occasion. Alors, merci à tous d'être présents et on vous donne un rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Au revoir.